Blairy, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Merci à vous. Donc, Sylvie Blairy, vous êtes professeure de psychologie clinique, comportementale et cognitive à l'Université de Liège et vous êtes également psychothérapeute. On vient vous voir aujourd'hui pour parler de votre domaine de recherche, qui est un domaine joyeux s'il en est, c'est la dépression. Absolument. Alors on va commencer peut-être par cerner un petit peu ce dont on va parler. Je voudrais que vous nous expliquiez à partir de quand exactement on cesse de parler de petites déprimes, par exemple automnales ou quand il commence à faire gris, pour vraiment évoquer un état dépressif, c'est-à-dire un état pathologique. Oui. Alors, un état pathologique, ça se caractérise surtout par une intensité des symptômes et surtout aussi une durée des symptômes. Donc souvent, on a le critère d'une durée de 2 semaines. Si pendant 2 semaines, on a vraiment beaucoup de tristesse, de pleurs, un sentiment de vide, des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration, de la rumination, alors on arrive vraiment à un état un peu sévère quand même de symptômes dépressifs et on peut commencer à parler de dépression. Alors, on peut tous avoir des périodes où on n'est pas bien, on a le cafard, surtout avec les événements qui peuvent se dérouler en ce moment. Alors, quand on a atteint vraiment, on peut avoir un diagnostic de dépression quand on fait ce type d'épisode à répétition. C'est surtout ça qui caractérise la dépression, c'est le nombre d'épisodes. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier épisode dépressif, on va peut-être aller mieux et puis il y a des rechutes. Donc la caractéristique de cette maladie, c'est la rechute. Et quand on fait plusieurs rechutes, alors là, effectivement, on a vraiment un problème de dépression. Est-ce qu'en temps normal, le diagnostic peut être posé par la personne elle-même ou c'est plutôt l'entourage qui peut constater un état dépressif? L'entourage peut constater un état dépressif, mais la personne s'en rend compte parce qu'il y a vraiment une perte d'envie de vivre. C'est surtout ça, en fait, la caractéristique, oui. Si je ne me trompe pas, nous ne sommes pas tous égaux face à la dépression. Et je pense que c'est une des thématiques de votre recherche, c'est de parvenir à mieux cerner les profils qui sont plus vulnérables. Oui, oui. Alors déjà, on sait que les femmes sont plus vulnérables à la dépression que les hommes, donc elles ont plus de malchance de faire des dépressions au cours de la vie. Et c'est vrai aussi qu'il existe différentes caractéristiques. On sait par exemple que la rumination mentale, c'est un processus psychologique qui rend les gens vulnérables à la dépression et que les femmes ont davantage tendance que les hommes à ruminer. Donc ça, c'est vraiment assez bien documenté dans la littérature. Et nous, on s'intéresse dans notre laboratoire aux d'autres processus psychologiques qui pourraient expliquer les différences entre les hommes et les femmes. Alors on a réalisé une étude récemment justement sur les différences entre les hommes et les femmes et on constate par exemple pour des mêmes niveaux de dépression, donc une intensité de dépression équivalente, les hommes et les femmes vont manifester différents symptômes. Les femmes, c'est plus de l'ordre de la tristesse, de la pleurs, des pleurs, une image de soi négative qui vont être les symptômes prédominants, alors que chez les hommes, c'est plus des sentiments d'échec, par exemple, une perte d'intérêt en général qui va être manifestée, mais pour des niveaux de dépression équivalents. Donc on a finalement des profils un petit peu différents entre les hommes et les femmes. Dans vos recherches, donc vous travaillez sur cet aspect d'améliorer les capacités de diagnostic pour pouvoir cerner qui est malade, qui ne l'est pas. Vous travaillez également sur l'aspect thérapeutique. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'améliorer les processus de guérison? Oui, alors on essaie surtout de voir, parce que la dépression, c'est un concept très large avec différents symptômes. Et comme on vient d'en parler, un individu qui a un diagnostic de dépression, un individu A, peut être différent d'un individu B, pourtant en ayant tous les deux le même diagnostic en fait. Et donc nous, on essaie vraiment d'identifier les processus psychologiques qui peuvent être à l'origine de la dépression chez un individu, de manière à agir sur ces processus en question et permettre une meilleure guérison plus rapide, une meilleure prévention. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire et effectivement, on travaille aussi sur les outils thérapeutiques.
Alors, il y a un outil thérapeutique qui a montré quand même une bonne efficacité qui s'appelle l'activation comportementale. Donc c'est un très vieil outil qu'on essaie d'améliorer et de mieux comprendre. Alors ce qu'on constate dans la littérature, c'est que l'activation comportementale fonctionne bien, c'est-à-dire qu'après avoir suivi... Vous pouvez expliquer d'abord brièvement ce que c'est que l'activation comportementale? Alors c'est un programme thérapeutique qui encourage les personnes à s'engager dans des activités dirigées vers un but. Donc le but, ça peut être évidemment une certaine satisfaction, un certain plaisir, mais ça peut être d'autres buts dans la vie. Ça, c'est une première chose. Et aussi, dans ce programme thérapeutique, on va faire un peu la chasse aux évitements. Qu'est-ce que c'est l'évitement? L'évitement comportemental, c'est éviter de s'exposer à une situation parce qu'elle est anxiogène, elle va en tout cas générer une certaine crainte chez l'individu. Mais le problème, c'est quand on a ce type de comportement d'évitement, on n'atteint pas on ne s'engage pas dans des activités qui peuvent être gratifiantes, qui peuvent procurer un certain plaisir, d'une satisfaction, etc. Donc on voit que les personnes qui présentent un haut niveau d'évitement comportemental sont des personnes qui vont être aussi susceptibles de développer de la dépression. Donc on travaille, donc le programme d'activation comportementale, c'est un programme qui encourage, incite les personnes à s'engager dans des activités dirigées vers des buts et aussi à repérer leurs évitements comportementaux de manière à pouvoir décider si oui ou non on conserve cet évitement comportemental et si on veut plutôt travailler cet évitement comportemental. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que le fait de ne rien faire, d'être un peu apathique, c'est peut-être une conséquence de la dépression, mais c'est par là que pourrait être aussi le remède, c'est-à-dire qu'en allant à l'encontre de cette apathie, on peut guérir de la dépression. Oui, c'est tout à fait ce qui est ciblé dans ce programme thérapeutique. Donc, on essaie d'activer les gens, mais pas simplement, c'est pas une agitation. Hein. Donc, sont des activités dirigées vers des buts, parce qu'on sait que lorsqu'on atteint un but, c'est quelque chose de gratifiant. Donc, ça crée une satisfaction, un certain plaisir. Et si les personnes sont engagées dans des activités dirigées vers un but, qu'elles atteignent ces objectifs ou qu'elles ont l'impression de se rapprocher de ces objectifs, c'est quelque chose qui évidemment peut générer satisfaction, plaisir et va à l'encontre des sentiments de dépression. Et dans nos études, on a vraiment montré que l'activation comportementale va prédire négativement les symptômes de dépression. Ça signifie qu'effectivement, au plus les gens sont activés, au moins ils présentent de symptômes de dépression. Donc activation dirigée vers un but. Mais vous l'avez dit, l'activation comportementale, c'est une thérapie qui existe depuis longtemps. Oui. Vous cherchez à l'améliorer, mais comment? Alors on cherche surtout à savoir comment ça fonctionne, parce qu'on a montré que ça fonctionnait, mais on ne sait rien des processus psychologiques, des processus cognitifs qui sont sous-jacents. Quand on améliore une humeur, mais est-ce qu'on a amélioré par exemple l'estime de soi? Est-ce qu'on est parvenu à améliorer la rumination mentale? Enfin, les choses restent assez floues. Donc on travaille sur ces questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'activation comportementale? Qu'est-ce qu'on améliore au niveau des processus cognitifs? Ça, on ne sait pas pour l'instant. Et puis, on essaie d'améliorer aussi les outils. Hein. Donc, par exemple, dans l'activation comportementale, on travaille les valeurs qui sont importantes pour l'individu, donc ce qui va un peu être un moteur dans sa vie, ce qui va guider ses activités dirigées vers un but. On entreprend des activités qui ont un sens pour nous. Et donc, on sait aussi que les personnes qui souffrent de dépression ne trouvent plus de sens à la vie. Et donc, on essaie de mettre au point des entretiens structurés, enfin des outils plus élaborés qui permettront justement aux cliniciens d'aider le patient à retrouver un sens à sa vie par certains questionnements, par certains exercices cognitifs. Si j'ai bien compris, le processus d'activation comportementale, c'est un peu un cocktail de plusieurs outils qui sont, par exemple, la planification d'activités, essayer d'éviter l'évitement, oui, si je puis dire. C'est exactement ça. Et ce travail sur les valeurs. Vous savez que le cocktail fonctionne, mais vous ne savez pas individuellement quel outil a quel effet. Donc... Exactement, donc c'est bien ça. On essaie de voir, donc il y a 3 outils, comme vous l'avez dit. C'est le relevé des activités, donc la personne note au quotidien ce qu'elle a fait, ça peut être même heure par heure, et elle va aussi évaluer le plaisir qui est associé à chacune de ces activités, le sentiment de maîtrise, le sentiment de satisfaction. Ça, c'est un premier outil. Le deuxième outil, c'est la planification d'activités, donc des choses que j'ai envie de faire qui pourraient me procurer du plaisir.
ou qui sont des choses que j'aurais toujours eu envie de faire, par exemple, ou qui sont importantes pour moi. Ça, c'est le deuxième outil. Et le troisième outil, c'est la réflexion sur les valeurs, qui j'ai envie d'être dans la vie, vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, on va essayer, on essaie dans nos études, dans le laboratoire, de voir sur quel processus psychologique agissent chacun de ces outils pris de façon individuelle. Et là, on a des premiers résultats sur, par exemple, le monitoring des activités, le relevé des activités. On est en train de comparer des individus, des patients dépressifs qui font ce travail de relevé d'activité pendant plusieurs semaines, avec des patients dépressifs qui font simplement un relevé de ce qu'ils mangent au quotidien. Donc, nos premiers résultats montrent que les personnes qui font un relevé d'activité voient, quel que soit le relevé, voient leur sentiment de dépression diminuer, assez rapidement d'ailleurs. Par contre, celles qui font un relevé des activités, donc l'outil de l'activation comportementale, en évaluant maîtrise, satisfaction de chacune des activités, on voit que leur niveau d'activation naturellement s'élève, donc augmente au fil des semaines. On voit aussi qu'il y a moins d'anxiété, on voit aussi une diminution de la rumination mentale. Donc effectivement, simplement le fait de noter ce qu'on fait, apparemment, noter ce qu'on fait, évaluer les émotions qui sont associées à nos activités pourrait permettre déjà d'avoir un premier effet sur l'état d'humeur de la personne et son niveau d'activation. Du coup, ça nous amène un peu à la question de la méthodologie, de voir un peu comment vous travaillez. Parce que j'imagine que pour que vous puissiez identifier quel outil a quel effet, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas étudier de manière théorique, donc vous êtes dans de la recherche appliquée, vous devez, j'imagine, travailler avec des patients. Ça signifie qu'avec certains patients, vous ne travaillez par exemple que sur les valeurs ? Oui, ça signifie qu'avec certains patients, on ne travaille que sur les valeurs ou on ne fait que du monitoring des activités. Donc, les personnes qui acceptent de participer à nos études connaissent l'objectif de l'étude, enfin, pas tout exactement dans les détails, mais savent effectivement qu'elles vont utiliser un seul outil. Donc, et pas l'entièreté des outils. Donc ça, c'est certain. C'est ça. Et vous comparez du coup des groupes tests qui bénéficient des trois outils avec des groupes qui ne bénéficient que de tel outil oui, ou tel outil. Oui. En fait, on essaie de faire une étude par outil, donc on en a 3, et puis une étude où donc on va comparer à chaque fois des gens qui utilisent l'outil et des gens qui n'utilisent pas l'outil mais qui font autre chose, et aussi des études où on va utiliser les 3 outils et on va regarder l'évolution des personnes sur les différents processus psychologiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. J'ai une question qui me vient. Je me mets à la place du patient qui vient vous trouver. Le patient sait, ou vous lui dites, je ne sais pas, mais vous savez que si vous lui proposez le cocktail, ça fonctionne. Mais dans le cadre de la recherche, vous allez lui proposer un seul outil, une expérience, et donc peut-être d'aller dans un processus qui ne fonctionne pas. Oui. Qu'est-ce qui motive le patient à se dire je vais prendre ce risque de ne peut-être pas guérir tout de suite, mais de participer à cette expérience? Comment vous travaillez cette relation avec le patient? En fait, le patient a la possibilité d'avoir les autres outils. Donc ça, c'est certain. Et puis l'expérimentation ne dure pas non plus des mois. Donc c'est un exercice à faire durant 4 semaines. Et déjà, c'est être capable de faire son monitoring des activités pendant 4 semaines, ça demande quand même un certain investissement. Donc oui, les gens sont prêts à essayer. C'est un outil simple, ça demande peu. Enfin, quand on a tout à faire, ça demande plus d'investissement de la part des gens. Donc en fait, il faut une certaine économie de temps et en utilisant qu'un seul outil finalement, quoi. En ayant quand même la possibilité, s'ils le souhaitent, d'avoir les autres outils évidemment après la thérapie. Oui. Quels sont les enjeux globaux derrière votre recherche? Vers quoi est-ce que ça doit mener? Est-ce qu'un des objectifs, par exemple, de votre recherche, c'est de pouvoir diminuer le traitement pharmacologique de la dépression? Parce que je n'entends pas parler de médicaments dans ce dont vous parlez. Oui, absolument, parce que les études qui ont déjà été réalisées sur l'activation comportementale montrent que ça fonctionne bien avec des patients qui souffrent de dépression sévère et des patients, et les résultats sont tout à fait équivalents au traitement pharmacologique. Donc après peut-être 16 semaines, je pense, de traitement,
Des chercheurs ont comparé des patients dépressifs qui avaient pris des antidépresseurs avec des patients dépressifs qui n'avaient que de l'activation comportementale. Et après 16 semaines de traitement, on a des résultats tout à fait comparables. Donc ça marche aussi bien que les antidépresseurs. C'est un avantage parce que les antidépresseurs ont évidemment des effets secondaires. Tous les patients ne souhaitent pas prendre des antidépresseurs et donc on a quand même quelque chose qui pourrait être l'équivalent. Les antidépresseurs ont un coût aussi, en plus, un coût social oui, important. En plus, oui, tout à fait. Alors effectivement, on espère améliorer l'efficacité du traitement, surtout en pouvant choisir l'outil qui convient le mieux au profil du patient. En fait, c'est ça. Au plus un traitement est court en temps, au moins il coûte à la société, au moins il coûte au patient et au plus il peut être efficace, quoi. Quand on parle du mal du siècle, il y en a beaucoup évidemment, hein. On évoque le mal de dos, mais on évoque aussi souvent la dépression comme étant un des maux de notre époque. Je voudrais vous demander, est-ce que vous, à la fois en tant que chercheuse, mais également en tant que praticienne, est-ce que vous constatez une augmentation des cas de dépression? Est-ce que simplement, dans notre société, ils sont plus diagnostiqués ou est-ce que le tabou est moins important? Enfin, est-ce qu'en gros, il y a plus de dépressifs autour de nous ou est-ce que simplement, on les repère davantage qu'auparavant? C'est une excellente question. Je pense quand même que le taux de dépression augmente, hein. C'est ce que rapportent les études en épidémiologie. Maintenant, c'est vrai que c'est mieux diagnostiqué. Les gens ont moins de crainte à parler de la dépression, moins de crainte à consulter un psychologue ou un psychiatre pour être soigné. Donc je pense qu'il y a aussi ce facteur-là, mais c'est clair que les taux de dépression augmentent. Et le contexte dans lequel on vit, le contexte économique dans lequel on vit, est certainement un facteur important dans la manière dont les dépressions se déclarent, effectivement. Quand on perd son travail, effectivement, c'est quand même catastrophique. On parle de plus en plus souvent de burn-out, est-ce que le burn-out, c'est de la dépression? Est-ce que c'est inclus comme un... Alors, dans le burn-out, il y a des symptômes de dépression, oui, effectivement, mais il y a surtout c'est autre chose, c'est une autre maladie, un autre problème psychologique, il y a surtout un épuisement au travail. Mais effectivement, les personnes qui souffrent de burn-out ont des symptômes de dépression. La dépression est comorbide à toute une série de problèmes, d'autres problèmes psychologiques, donc l'anxiété, les dépendances, donc à chaque fois, les personnes souffrent aussi de dépression. Pour conclure, Sylvie Blairy, je voudrais vous poser une question toute simple. Est-ce que ce n'est pas déprimant de travailler sur un sujet comme la dépression? Est-ce qu'au jour le jour, vous n'avez pas envie parfois de travailler sur quelque chose de plus réjouissant que la dépression? Non, pas du tout, parce que j'ai beaucoup de satisfaction aussi à voir des personnes qui vont mieux. Et parfois, quand les traitements marchent bien, on peut avoir des réponses assez rapidement, réponses au traitement après 2-3 semaines. Et c'est extrêmement gratifiant pour moi de pouvoir voir un patient qui va mieux, qui arrive à la consultation avec un sourire. Et non, je suis quand même vraiment passionnée par ce que je fais. Donc, je suis engagée dans des activités qui sont intéressantes pour moi, qui correspondent à mes valeurs, aider les autres, hein, un peu quand on fait de la psychologie clinique. Donc, non, je trouve que ce n'est pas déprimant de travailler sur la dépression. Sylvie Blairy, merci. Merci à vous. Et merci pour le café. Merci aussi.